Merci, bonjour à tous. Je suis ravie d'avoir traversé la montagne ce matin pour venir vous voir. Le lever du soleil était fantastique. De l'autre côté, il n'y avait pas de nuages. Et à un moment donné, sur le plateau, on s'est retrouvés dans le brouillard et j'ai vu qu'il avait neigé, je crois, ici. Donc super, c'était déjà un voyage de venir. Peut-être pour poursuivre, me présenter un petit peu plus par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, parce que comme il a été dit, donc je suis autrice. Moi, mon métier, c'est d'écrire des livres et d'animer, enfin de transmettre un certain nombre de connaissances que je vais acquérir dans le cadre d'enquêtes ou d'études ou de réflexions, toujours très animée par des questions qui touchent à notre société, nos modes de vie et aussi notre lien au monde vivant de manière générale. Donc tous des sujets d'écologie et de société. Sur la question plastique, mon point de départ, il est vraiment, je pense, le même que le vôtre. Si vous êtes ici, c'est que vous avez un intérêt sur ce sujet-là. Je n'étais ni plus ni moins qu'une citoyenne qui se questionnait. On était en 2016. 2016, je sais pas si vous vous souvenez, on parlait pas autant de ce sujet. On parlait vaguement d'un potentiel 7e continent au large du Pacifique qu'on espérait encore pouvoir aller nettoyer. Et on commençait à être abreuvé de ces images. Il y a des enfants dans la salle, donc moi je vais y aller tranquille sur l'état des lieux. Ces images un peu choquantes sur des tortues, des oiseaux, des mammifères marins qui étaient impactés par les plastiques. Et donc moi, vous allez le comprendre pendant la conférence, je suis très animée par un besoin de comprendre. J'ai toujours besoin de me dire, mais là je vois ça, mais en fait il se passe quelque chose visiblement. J'avais l'impression qu'on n'en parlait pas assez. Et donc je suis partie pour une enquête de plus de 3 ans sur le sujet. Je savais pas que ça allait devenir ça quand j'ai commencé. Et ça a donné l'objet d'un premier ouvrage qui est pas ici, qui s'appelle Océan plastique, enquête sur une pollution globale, qui est paru en 2020 chez Actes Sud. Et ouvrage avec lequel j'ai été amenée à côtoyer des scientifiques, des chercheurs. J'ai été sur le terrain, j'ai embarqué notamment sur la goélette Tara, qui à ce moment-là faisait une expédition sur les fleuves d'Europe, aussi à questionner des sociologues, des philosophes, des juristes, des économistes. Donc c'était complètement passionnant. Et suite à une première tournée de conférences sur du coup une vision un peu plus sociétale de ce sujet-là, je me suis rendu compte que tout un chacun avait très envie d'agir et de savoir un peu plus comment est-ce qu'on peut se mettre en mouvement chacun d'entre nous dans notre vie. Et c'est là qu'on a imaginé ce petit livre avec Actes Sud dans une collection pour laquelle j'avais déjà écrit, qui s'appelle Je passe à l'acte, qui est né après le film Demain de Cyril Dion, où les gens avaient été très animés par une envie d'agir aussi. C'était avant le Covid, depuis la société a quand même beaucoup évolué. Et donc ça a donné lieu à ce titre, Déplastifier sa vie. Et même si c'est un titre qui est très concret et que si vous êtes là, peut-être vous avez envie de choses très concrètes, je vais quand même passer par une phase de compréhension générale, puisque de mon point de vue, tant qu'on n'a pas vraiment cerné en profondeur le problème, la nature du problème auquel on est confronté, les solutions qu'on va pouvoir mettre en œuvre vont parfois nous dérouter, que très rapidement derrière on va se rendre compte que non, c'était une fausse bonne idée. Et dans le sujet plastique, il y a beaucoup de fausses bonnes idées. Il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de greenwashing. Il y a des lobbies extrêmement puissants dont les éléments de langage ont infiltré aussi, de mon point de vue, nos politiques, nos médias. Et nous, citoyens, on est souvent très confondus. En fait, on sait plus quoi penser, on sait plus quoi croire. Donc moi, ce que je propose, c'est une première partie un peu comme ça. Je l'appellerais grossièrement des enfumages, en fait, un peu faire le tour des idées reçues, faire le tour un petit peu de ce à quoi on est confronté. Et après, on essaiera de rentrer plus concrètement dans ce qui vous intéresse, dans les solutions. Est-ce que vous accepteriez qu'on commence d'abord par vous, par me dire pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet, quelles sont les questions, parce qu'en fait c'est un sujet en grand écart absolu. C'est ça qui est génial avec les plastiques, c'est que on peut parler écosystème, océan, sédiments, santé humaine, biologie, chimie, monde des polymères, industrie, politique, même juridique. Enfin, c'est un sujet en grand écart. Du coup, ça m'aidera quand même si vous me dites un peu ce qui vous intéresse, vous anime, à me centrer, parce que sinon je peux vous faire un truc un peu trop large. Est-ce qu'il y en a qui veulent bien me partager? Vas-y. Moi, je viens parce que j'aime bien protéger la nature et ça me fait plaisir d'écouter ça, que les gens aiment bien la nature. Merci. Bonjour.
Peut-être des questions sur la santé. On entend qu'on mange beaucoup de plastique par semaine, des quantités incroyables. Et si vous avez des infos, je pense que là, c'est quand même des études récentes. Si vous avez des choses à nous dire à ce sujet, ça peut... Donc la santé humaine. Oui, et la quantité de plastique qu'on mange malheureusement. Et qu'on respire. Et qu'on respire, oui, j'ai pensé pas à celle-là. Merci. On prend ce petit temps, mais je pense que c'est important. Ça permet de m'ajuster à vos besoins. Bonjour, moi je serais intéressée pour connaître le trajet du plastique de sa fabrication à son recyclage, parce que le recyclage est vu comme la solution fantastique, sauf que pour le plastique il y a des limites, donc j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Dans le catalogue des fausses bonnes idées qui ont beaucoup de limites, on va en parler. J'ai un questionnement sur faut-il supprimer vraiment tous les plastiques parce qu'il y a... Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai discuté avec un ami qui avait été à un regroupement d'industriels, dont des gens qui bossent dans le plastique, et qui disaient qu'ils étaient capables de faire des plastiques beaucoup plus sains et recyclables plus facilement, justement, mais que c'est l'industrie qui les obligeait un peu encore à continuer à faire des plastiques avec des tas de mélanges qui font que c'est très difficilement recyclable, dont la cosmétique, qui, dans l'aspect marketing, etc., ne peut pas se contenter de plastiques beaucoup plus simples. Et donc, en fait, c'est ce questionnement de me dire, est-ce que c'est le marketing qui continue à pousser ça? Est-ce qu'il y a une solution pour, finalement, revenir à... C'est toujours un équilibre raisonnable, tout ou rien, et il y a peut-être un truc au milieu, avec des plastiques qui nécessitent moins d'énergie aussi que des fois le métal ou le verre à recycler. Et c'était ça le questionnement. La question de l'usage, de tout ou rien, du curseur au niveau des solutions et de la réduction. Est-ce qu'il peut y avoir un bon usage de plastique et une bonne pratique avec des besoins simplifiés qui fait qu'en final c'est peut-être plus économe, un plastique simple qui se recycle, c'est peut-être plus sain entre guillemets qu'un verre ou un métal qui demande beaucoup d'énergie aussi à recycler. D'accord. Voilà. Merci pour cette question. Là, il y a une dame à droite. Enfin, à ma droite. Bonjour, moi je fais partie d'un groupe Zéro Déchet et en fait j'avais vu que vous aviez animé une conférence sur Montbrison où vous liez le pouvoir d'achat, la sobriété et donc le plastique, la déplastification. Donc ça m'intéresserait aussi d'aborder ce sujet pour voir éventuellement comment... Merci. C'est vrai que je ne l'aborde pas en général dans cette conférence-là, mais j'ai écrit aussi un livre qui s'appelle « Choisir de ralentir » et j'ai participé à l'écriture du livre « Vers la sobriété heureuse » de Pierre Rabhi. Donc ça m'arrive qu'on me sollicite sur des questions aussi de sobriété. Voilà. Donc on essaiera d'en toucher un mot, même si le temps nous est compté. Monsieur ? Je rejoins un peu ce que le monsieur disait tout à l'heure. Moi, c'est donc par rapport à réserver les plastiques à certains domaines. Je dis n'importe quoi, l'électricité, les fils électriques, ça peut pas être en bois. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais par contre, les vêtements, franchement, on peut avoir des vêtements sans plastique, quoi. Enfin, zéro plastique au niveau des vêtements. Voilà, faire un choix. Là, il faut du plastique. D'autant plus qu'on produit du plastique, c'est à partir du pétrole. Donc, on achète du pétrole pour faire du plastique. Enfin, pas que. Mais voilà, c'est un peu ça. Puis la santé, bien sûr, les microplastiques. Ça marche. Eh bien, super. On va y aller. Vous êtes prêts ? Ok. Oui, alors il y a un moment pas réjouissant au début sur l'état des lieux, mais bon, voilà, on va dépasser ça aussi. Juste, est-ce que quelqu'un ici sait ce qu'est le plastique ? Vraiment ? Genre moi, la première question que je me suis posée, mais il est là, partout autour de nous, sous toutes ses formes. Mais qui sait comment c'est fabriqué ? Bon, alors je vous conseille, c'est pas sorcier. C'est pas mal pour commencer. Moi, j'ai commencé comme ça, mon enquête. Alors, le pétrole, pourquoi ? En fait, déjà, le plastique, c'est une erreur de dire le plastique, puisqu'on a affaire à une famille de centaines de matériaux différents. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour fabriquer du plastique, on a besoin principalement de carbone et d'hydrogène. Petit moment chimie, mais ça va pas durer longtemps. Je suis pas très forte en chimie de toute façon. Donc on va chercher des molécules de carbone et d'hydrogène. Par rapport à l'histoire de l'émergence des plastiques, qui est vraiment corrélée à la fin du 19e, début 20e, découverte du pétrole, et à un moment donné, dans la tour de distillation, il y avait un état de chauffe qui produisait un liquide qui s'appelle le naphta, dont on ne savait pas que faire. On a décidé d'aller massivement chercher ces molécules de carbone et d'hydrogène dans ce naphta, dans le pétrole. Mais en vrai,
Du carbone et de l'hydrogène, il y en a partout. Il y en a dans la biomasse notamment. C'est pour ça que vous entendez plastique à base d'algues, à base d'amidon de maïs. En fait, tant qu'on est capable d'aller craquer des molécules, de récupérer du carbone et de l'hydrogène, on peut fabriquer du plastique. Donc ça, c'est une première étape qui est importante à comprendre. C'est que quelle que soit l'origine de notre matière première, une fois qu'on a obtenu du plastique, on a obtenu le même produit. C'est pas parce qu'il est biosourcé à base d'algues, mais ça, on y reviendra tout à l'heure dans les solutions, qu'il va être biodégradable. Première chose qui est un peu difficile à comprendre pour nous, citoyens en général. Donc il faut savoir que on va chercher du carbone et de l'hydrogène, et puis après on va faire de la chimie, on va le recomposer. Une molécule de carbone associée à 2 d'hydrogène, on a ce qu'on appelle techniquement un monomère d'éthylène. Éthylène, ça vous parle. Si on met cette molécule, ce monomère, en mode collier de perles avec plein, on a un polymère, polyéthylène. Plein de billes de 1 atome de carbone et 2 d'hydrogène, c'est un polyéthylène terephthalate, nos bouteilles d'eau, tout simplement. Et ensuite, parce que c'est pas tout, c'est que pour donner les propriétés finales à nos objets, le plastique, un coup, il va être souple, transparent, élastique, coloré, dur, sous forme de microbilles, liquide, voire même invisible à l'œil nu. Et ben, on va utiliser des produits chimiques. On utilise dans l'industrie plastique plus de 10 000 produits chimiques. Les chiffres changent un petit peu, mais le volume, c'est celui-là, différent. Dont une partie d'entre eux qui sont connus pour leur toxicité. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc, en fonction du nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène, là, votre bille du collier de perles, en fonction de la longueur de votre collier de la chaîne polymère et en fonction des produits chimiques utilisés, ben, vous n'avez pas le même plastique. C'est pour ça que le plastique, en vrai, c'est une famille, il faut imaginer la complexité, notamment ça rejoint votre question pour les recycleurs, par exemple, ils vont pas savoir tout gérer. Donc ça, c'est important de le savoir parce que dans la recherche de solutions, on a besoin d'avoir accès à ce mode de fabrication. Donc, fin 19e, début 20e, on a commencé à découvrir ce potentiel de création de matière. Dans les années 1930-1940, ça c'est pour les passionnés d'histoire, on savait produire l'immense majorité des plastiques qu'on utilise aujourd'hui. Autre révolution, c'est l'après-guerre, l'avènement de la société de consommation. On bascule dans une société du consommable, du jetable, de la surconsommation, les 30 glorieuses, qui n'auraient jamais pu avoir lieu sans le plastique. Pourquoi ? Parce que d'un coup, on a eu affaire à une matière dont on pouvait faire à peu près tout et n'importe quoi. On vient de le voir, elle peut prendre des formes extrêmement différentes. Elle est pas chère puisqu'elle est historiquement indexée sur le pétrole, même si ça peut complètement changer. Ça serait peut-être souhaitable d'ailleurs qu'elle devienne plus chère, cette matière-là. Et on l'a utilisée sans avoir aucun recul sur le devenir. Qu'est-ce que ça devient ? Puisqu'en fait, on a coupé avec les chaînes de la matière qui réintègre les cycles biogéochimiques de la planète. On a créé de toutes pièces une famille de matières dont on s'est rendu compte, malheureusement, assez récemment dans notre histoire, que finalement, elle est que très rarement biodégradable ou alors dans des temps tellement longs et infinis qu'on se retrouve complètement submergé. Donc, par rapport à notre recherche de solutions, c'est déjà important de comprendre qu'il y a là un paradoxe. On a fondé la société du jetable sur la matière parmi la plus problématique qui soit. Donc là, déjà, on voit que bon, ce qui est fait est fait. C'était une autre époque. On n'avait pas le recul sur la pollution plastique. On savait certaines choses sur les produits chimiques, mais bon, rappelez-vous, 1962, Rachel Carson, DDT, c'était déjà un combat en soi. Donc voilà, ce qui est fait est fait. Mais aujourd'hui, c'est important de commencer à prendre conscience que cette matière-là a un comportement in fine qui nous échappe pour plusieurs raisons. Et donc là, on va balayer l'état des lieux. Comme je viens de le dire, les plastiques ne sont majoritairement pas biodégradables. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se fragmenter. Ils vont se fragmenter en particules de plus en plus petites, jusqu'à atteindre l'invisible, le monde de l'invisible à l'œil nu. Donc, ils vont poser des problématiques différentes. Un macrodéchet dans la nature, vous voyez ce que c'est, ceux qui sont sensibles. Nous, on s'étouffe plus avec les sacs plastiques. On l'a eu fait dans les années 50, mais on a vite mis des trucs dessus en disant faut pas mettre sur la tête et tout ça. Donc on s'est adapté. Mais la faune sauvage, elle s'étouffe avec. Elle la mange. Il y a des problématiques d'occlusion intestinale, de phénomènes de satiété, de problèmes de développement, de décès, tout simplement par ingestion. Ça touche plus de 100 000 mammifères marins et tortues par an, et plus d'1 million d'oiseaux par an.
juste ce phénomène-là pour ce qu'on a pu observer, sachant que dans les océans, vous imaginez bien que quand un individu meurt, il a plutôt tendance à aller loin de notre vue au fond des océans. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, la partie macro-déchets, qui va toucher effectivement à nos gestions de déchets. On pourra y revenir plus tard. Et après, il y a les autres pollutions. La pollution à la microparticule. Donc là, ça y est, maintenant, quand j'enquêtais, on savait pas. La découverte de l'existence des microplastiques date de 2004 seulement. Avant ça, on savait pas du tout. On documentait la présence des fuites de plastique et on les retrouvait pas. Mais ils sont passés où? Le phénomène de fragmentation est une découverte scientifique relativement récente. Quand on est à l'échelle micro, on a différents types d'impacts. Et de toute façon, ce qui est valable pour la santé des écosystèmes est aussi valable pour notre propre santé. Est-ce qu'on peut partir du présupposé que nous sommes un organisme vivant comme il y a plein d'organismes vivants dans tous les écosystèmes planétaires? Et cette pollution au microplastique, elle a commencé à être documentée d'abord en mer. Donc on a longtemps cru que la pollution plastique était, et même il y a encore des journalistes aujourd'hui et des politiques qui disent pollution plastique, océan. Oui, les océans sont très pollués, mais malheureusement, pas que. C'est-à-dire que c'est l'histoire, encore une fois, qui parle. Ce sont des océanographes qui, au milieu des années 90, ont commencé à dire « Oula, il se passe un truc avec cette matière, on la retrouve au plus loin des côtes ». Ils ont commencé à documenter. Mais au fur et à mesure que les scientifiques ont commencé à se dire « Mais il arrive d'où ce plastique en mer ?» et qu'ils ont commencé à remonter les cours d'eau par les rivières, à analyser les sédiments, les sols, les neiges, les glaces, la fonte des glaces, absolument partout, on retrouve du plastique. Donc ces microplastiques, il faut imaginer que c'est une pollution planétaire qui touche l'ensemble des écosystèmes. Je viens de le dire, il pleut du plastique au sommet des Pyrénées, des Alpes. Quand l'Antarctique, quand les glaces du pôle fondent, elles fondent avec des microplastiques à l'intérieur. Il y en a dans les réserves d'eau souterraines. Il y en a absolument dans les sols, potentiellement 4 fois plus pollués que les océans, en microparticules. Donc c'est absolument généralisé. Ça, c'est le micro. Le micro, sur la santé humaine, on sait que quand on avale une particule de plastique, on sait qu'elle va dans le transit intestinal et on exècre, comment on dit, excrète dans les selles. Quand j'enquêtais pour Océan Plastique, il y avait rien, il y avait absolument aucune donnée sur la santé humaine. C'est pas si vieux, mon enquête. Et quand mon livre est sorti en 2020, je ne pouvais que questionner le sujet, puisque la première fois qu'on a découvert du plastique dans nos selles, ça date de 2018. C'est la première fois qu'on s'est rendu compte que mince, il se passe aussi un truc pour nous, c'est pas juste les océans. Mais au début, on n'était pas particulièrement inquiets, puisque on s'est dit finalement si on le retrouve dans les selles, c'est que le corps l'évacue. Il y a un petit passage, d'accord, mais bon, après tout, pourquoi pas? On reviendra après sur pourquoi c'est quand même pas si anecdotique. Et je termine juste mon tour d'horizon des différents types de contamination. C'est le petit moment pas marrant, mais il faut y passer. Parce que c'est en comprenant ça qu'après, on va avoir tout de suite des solutions qu'on va cocher en disant non, ça va pas marcher. Les nanoparticules. Donc là, le microplastique, c'est inférieur à 5 mm. Un scientifique qui parle de microplastique, il va vous dire que c'est une particule inférieure à 5 mm. Qu'elle soit volontairement faite en microplastique, comme les microbilles ou les larmes de sirène, parce que le plastique voyage sous forme de billes quand il sort des usines de l'industrie, ou que ce soit issu de la fragmentation. 5 mm, on est sur du microplastique. Quand on arrive à inférieur à 1 micron, je crois que c'est 0,01 mm, donc on est 1000 à 3000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu humain. Vous imaginez bien qu'on ne voit plus la particule. Pour autant, elle existe encore. Ça s'appelle les nanoplastiques. C'est très récent la découverte de la contamination des océans par les nanoparticules. On a beaucoup moins de données sur notre environnement ambiant. C'est une échelle qui est très difficile à étudier pour les scientifiques. En revanche, contrairement aux microplastiques, ce qu'on sait déjà, c'est que à l'échelle nanométrique, quand une particule intègre un organisme, elle ne ressort plus. Donc il y a des phénomènes d'accumulation. Et pour finir le petit tableau du type de ce à quoi on est tous confrontés, écosystèmes et humains compris, avec les plastiques, c'est ces fameux produits chimiques dont je vous parlais. Ce que la science a découvert ces dernières années, c'est que les produits qui composent les plastiques, un plastique est poreux. En fait, il va fonctionner comme un buvard. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas chimiquement scellées à la particule elle-même. Donc, dès l'usage, on ne parle même pas de la question de déchets, dès l'usage, on a
un relargage, un phénomène de relargage de sa chimie. Par exemple, quand j'enquêtais, j'ai été auditionnée à l'Assemblée nationale en France, qui travaillait sur la recherche des migrations entre l'emballage alimentaire et l'aliment. Oui, il y a migration, ça a été démontré depuis. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est une contamination de nature chimique, comme on a avec les pesticides, comme on a avec d'autres sujets de société. Donc déjà, vous voyez la complexité. On est loin de... on est loin d'une question uniquement centrée sur nos poubelles, puisque on sait que la pollution commence en amont. Je vous parlais tout à l'heure des glaces qui fondent avec des particules de plastique. C'est pas nos déchets en fait qui parviennent jusque-là. Ils se sont rendus compte que c'était souvent des fibres textiles et aussi l'abrasion des pneumatiques qui libèrent des particules fines qui volent avec les vents et qui contaminent tous les écosystèmes. Les chiffres varient, c'est des modélisations, mais on entend que jusqu'à 1/3 de la pollution océanique serait composée de ces particules issues des pneus et des fibres textiles. Donc oui, le textile, c'est un vrai sujet plastique, c'est un sujet de consommation de masse, le textile, et c'est aussi une vraie question avec ce sujet-là. Donc déjà, je vous ai expliqué comment on fabrique du plastique en gros, et les types d'impact qu'on peut avoir. On voit bien qu'on est loin du cliché écoutez, mettez tout bien comme il faut dans votre poubelle jaune, on va s'occuper de la trier, de recycler, et on va y arriver. Alors sur les conséquences réelles, madame, du coup c'est le moment pour vous sur la santé humaine. Comme je disais, 2020, on n'avait aucune donnée. Depuis, évidemment, je fais une veille sur le sujet. Pour les scientifiques, j'ai envie de vous dire, d'abord, c'est extrêmement difficile d'étudier ce sujet-là pour différentes raisons. Déjà, il y a quelques dizaines de milliers de produits chimiques utilisés. Chaque produit est soumis au secret industriel. Ils n'ont même pas accès à ce qui compose exactement les produits de notre quotidien. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de tester des toxicités sans savoir exactement ce à quoi ils ont affaire. Donc ça, c'est un vrai angle de solution aussi, c'est de travailler sur cette transparence, sur ce règlement REACH au niveau européen qui nous protège. Il est parmi les meilleurs au monde, mais sur ce sujet-là, ça suffit pas. Donc les impacts vont être différents. Sur les microplastiques, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça favorise certaines maladies intestinales, ça modifie notre microbiote. On sait aussi que, par exemple, le DEHP va abîmer l'émail des dents des enfants. Donc ça, c'est pour la chimie qui est à l'intérieur. Quant les limites planétaires, est-ce que vous êtes familier à ce concept que des chercheurs de l'Université de Stockholm ont mis sur pied un ensemble de 9 limites planétaires qui serait de dire voilà le curseur qu'on ne devrait pas déplacer sur un certain nombre de grands sujets. Sur le sujet de la pollution chimique et plastique de notre monde, on a déjà dépassé cette limite planétaire. Et parmi toutes les substances, les chercheurs de Stockholm se sont dit particulièrement inquiets sur les questions plastiques. Notamment, on sait aujourd'hui qu'elle est une des causes majeures de la pandémie d'obésité au niveau mondial, puisque dans ces produits chimiques dont je vous parlais, il y a une partie qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc on va avoir tout, il n'y a pas que dans les plastiques qu'il y a des perturbateurs endocriniens, mais il y en a aussi dans un certain nombre de plastiques, dont les bisphénols dont vous avez tous entendu parler, mais pas que. Donc on va avoir toute la gamme d'effets des perturbateurs endocriniens. On sait aussi qu'il est dans les premières causes de la baisse de fertilité dans le monde. Ça, personne n'en parle. Études scientifiques à l'appui, ceux qui veulent, par mail, je vous envoie les études, ça, c'est pas un souci. Donc aujourd'hui, on est en train de découvrir que, mince, alors c'est un sujet quand même un peu plus compliqué. Et après, au niveau de notre organisme, ça, on n'a pas de données, mais en mer, on sait que ce côté poreux, il est à double sens. Donc le plastique fonctionne comme un buvard. Donc les autres pollutions marines vont se concentrer à sa surface. Par exemple, une particule de plastique mise dans une eau de mer contaminée au mercure va concentrer jusqu'à 1 million de fois plus de mercure que dans l'eau de mer environnante. Et ces plastiques voyagent à travers le monde. Donc ça, les océanographes, ils sont un peu inquiets et perdus avec cette question. Bon, je vous l'ai dit, l'état des lieux, il est pas glorieux, mais on est obligé d'en passer par là pour pas se ruer sur des solutions qui n'en sont pas. Donc, vu qu'on va être obligé d'aller quand même un peu vite, mais après, si vous voulez, vous me poserez des questions si vous avez envie. Ou alors, une première des questions sur la santé, avant qu'on passe à la suite. Ou non, ça va, merci, ça me suffit pour aujourd'hui. L'équivalent d'une carte, les quantités.
Alors effectivement, c'est le WWF qui a lancé cette image en disant on ingérerait l'équivalent d'une carte bleue de plastique par semaine. Alors à cette époque-là, moi j'enquêtais encore, donc je suis allée regarder comment ils ont fait ces calculs. En fait, c'est une compilation de plus de 100 études scientifiques. Et effectivement, ils arrivaient à cette équivalence-là. À ce moment-là, il y avait une autre étude qui compilait plus de 100 aussi études scientifiques. Ils arrivaient à des chiffres à peu près équivalents, mais partagés entre les poumons et l'estomac. C'est-à-dire qu'en fait, je le disais tout à l'heure, on respire aussi du plastique. Donc vous imaginez que ces particules à l'échelle extrêmement fine, qui volent. Si, par exemple, vous frottez votre polaire, vous la secouez dans votre maison et que les particules volent comme toute poussière de notre maison, la mousse du canapé, les plastiques sont omniprésents dans notre quotidien. Il n'y a pas que dans nos poussières, mais ils y sont aussi. Et ben, on les respire. Et c'est comme ça qu'on retrouve du plastique dans nos poumons. On en retrouve dans notre sang. On en retrouve dans le lait maternel. On en retrouve dans le placenta, côté bébé aussi. Donc ça veut dire que ça confirme cette possibilité de voyager à l'intérieur, de traverser les parois des organes. Donc, sincèrement, je fais partie des gens qui disent, on va pas non plus se jeter par les fenêtres, mais je fais partie des gens qui disent, gros sujet, santé majeur. Voilà, pour moi, on est sur un futur scandale sanitaire avec cette question-là. Et il faut vraiment avoir ça en tête. Même si moi, je suis un peu comme toi, jeune fille, moi, ce qui m'anime profondément, c'est la nature et les animaux et les écosystèmes. Mais bon, faut pas oublier qu'on en est aussi et que c'est important notre santé. Et voilà. Donc, quand vous cherchez à agir sur la question plastique, moi, je propose, puisque j'ai constaté que la santé humaine nous intéresse souvent plus que celle des écosystèmes. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est une réalité. Oui, vous vouliez poser une question ? Oui, dans la gamme de produits chimiques utilisés, il y en a qui sont effectivement officiellement cancérogènes. Oui. Alors, pourquoi on a très peu de données ? Déjà, comme je l'expliquais, la question d'échelle de particules est difficile à étudier. Ensuite, on travaille sur la toxicité de nos objets selon un paradigme scientifique. Alors là, ça va faire très sachant le paradigme de Sells, mais après, je vais vous expliquer, on en a tous entendu parler, c'est celui qui dit, c'est la dose qui fait le poison. Ça, vous connaissez tous. Ça veut dire que depuis le XVIe siècle, on analyse la toxicité en se disant, petite dose, pas de problème, haute dose, toxique. Sauf que, par exemple, la gamme des perturbateurs endocriniens réagit totalement à l'opposé. Elles sont potentiellement plus dangereuses à petite dose, ont des effets différents en fonction de la période à laquelle on est confronté, notamment fœtus, petite enfance, c'est dramatique, adulte un peu moins, et a des effets transgénérationnels. Donc en fait, là, on est face à un paradigme scientifique qui est complètement nouveau. Donc le temps que de mettre à jour tous nos outils d'analyse, toutes les données, et ensuite, il y a une autre difficulté avec cette question plastique, c'est qu'on est face à des effets cocktails. Une substance isolée, potentiellement pas problématique, associée à d'autres, peut devenir problématique. Et on parle de plus de 10 000 produits chimiques différents qui sont en cocktail, pour parler que des plastiques. Et ensuite, on a aussi, dans cet effet cocktail, on a de la multipollution. C'est difficile pour un scientifique de dire, là, est-ce qu'on est plus sur le pesticide, le phtalate, voilà, qu'est-ce qui à un moment donné va avoir causé ce problème? Et la science est extrêmement rigoureuse et il le faut, donc la relation de cause à effet n'est pas toujours démontrable. Donc c'est pour ça qu'on a finalement, ça arrive doucement en fait ces données-là. Moi après de mon point de vue j'en sais assez pour avoir envie d'agir à mon échelle, mais la science va continuer de nous abreuver de toutes ces découvertes-là. Donc ça c'est vrai que nos outils même d'analyse et de réflexion sont pas, c'est comme, moi des fois j'ai l'impression que c'est une matière qui nous a devancés. On l'a mise sur pied et elle nous a devancé. Aujourd'hui, on court après pour essayer d'analyser les dégâts, mais en fait, elle est déjà bien. Elle est tellement omniprésente que ce soit par sa particule ou par sa chimie que c'est difficile pour nous en fait d'analyser ça. Donc on peut partir du principe que même si tous les plastiques n'ont pas du tout les mêmes problématiques de toxicité, puisqu'il y a des produits chimiques beaucoup plus inertes que d'autres, mais le plastique a longtemps été présenté comme un matériau inerte. Voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est non, il ne l'est pas, clairement. Et les études scientifiques vont de plus en plus vers ça. Moi, j'aurais préféré avoir tort dans mon livre et qu'on découvre des choses rassurantes. Non, ça fait 6 ans maintenant que je suis sur le sujet. Tout ce que je vois sortir va complètement dans le sens des intuitions qui étaient celles d'un certain nombre d'entre nous à l'époque déjà.
Sur la question de santé, avant qu'on passe peut-être justement à comment est-ce qu'on répond à cette problématique, est-ce qu'il y a des questions? Je sais pas ce qu'on avait prévu, mais j'espère que ça vous dérange pas, les organisateurs. Non, ça va? On avance un peu. Ok, je bois un coup quand même. Dans l'eau, c'est démontré. Dans l'eau, c'est démontré. Ça, c'est pas qu'on peut imaginer, c'est une démonstration scientifique. Tout à fait. Mais après, dans l'air, c'est aussi possible. Ça, on ne sait pas. Il y a encore de nombreux inconnus. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille rapidement sur ce qu'on nous vend comme solution, les plus évidentes. Quand on allume le poste radio, moi, j'ai pas la télé, mais j'imagine que c'est pareil. Quand on regarde un article, on va nous parler prioritairement de recyclage. Bon, déjà, on va nous parler de nettoyage. Alors, j'aimerais faire un petit point sur le nettoyage. Dans les océans, le phénomène d'accumulation dans les fameux gyres océaniques, le fameux 7e continent, est un des gyres océaniques, un endroit de concentration où les courants fonctionnent en spirale, et tout ce qui navigue dans l'océan va avoir tendance à aller se regrouper à ces endroits-là. Jules Verne en parlait déjà, dans l'Atlantique, c'est la mer des Sargasses. Bon, ils sont aujourd'hui très contaminés au plastique, forcément, mais il ne faut pas imaginer qu'on est sur des continents de déchets. Les macrodéchets en mer sont largement minoritaires. On considère que seul 1% des plastiques océaniques flottent à la surface. 99% ont déjà rejailli sur les côtes ou coulé dans les fonds où se sont fragmentés. Et ces continents-là, ils ont eu le malheur, parce qu'on est dans un monde d'images, d'avoir été illustrés, parce que les journalistes, ils n'allaient pas montrer une belle eau de mer sans rien pour illustrer une pollution. Donc ils ont montré des plaques de déchets qui étaient souvent tournées au large de nos côtes, là où il y a effectivement des amas de déchets. Au cœur de l'océan, c'est rare, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça va plutôt être des soupes de microparticules qui vont s'étaler sur l'ensemble de la colonne d'eau et jusque dans les fonds marins. Quand je disais le plastique est présent absolument partout, c'est que dans la fosse des Mariannes, qui est le lieu le plus profond des océans, au large du Japon, dans le Pacifique, on est à 11 km sous le niveau de la mer, là où l'Everest est à peine, entre guillemets, à 9 km au-dessus. 100% des mini-crustacés ont du plastique dans l'estomac, à cet endroit-là. Donc, faut imaginer que la pollution, on va pas aller la nettoyer. Il faudrait ratisser avec des mailles extrêmement fines l'entièreté de l'océan. On rappelle, l'océan, c'est vivant. Il y a un certain nombre d'êtres qui le peuplent, donc on ne peut pas faire ça. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, évidemment, partout où on peut agir, puisqu'on le disait, il y a énormément d'animaux qui s'étouffent, qui mangent du plastique. Et tout ce qu'on peut enlever est toujours bon à enlever pour eux. En revanche, c'est peut-être pas la peine d'aller dépenser des milliards d'euros pour des projets grandiloquents qui prétendent aller nettoyer les océans. Voilà, donc j'alerte juste là-dessus. C'est vraiment en amont qu'il faut agir, parce que ces grands projets, et je remets pas en question la bonne volonté des personnes qui les ont mis sur pied, surtout que c'était une époque où la science avait moins découvert de choses qu'aujourd'hui, donc je remets pas du tout en question leur bonne volonté, mais ils nous ont fait perdre beaucoup de temps, parce qu'à chaque fois qu'on a cru que bon, c'est une pollution qui touche uniquement les océans avec nos macro-déchets, on va les ramasser et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Non, vous avez compris déjà que c'est immensément plus complexe que ça. Donc ça, c'est sur le nettoyage. En revanche, participer à des nettoyages localement, etc., on pourra revenir sur les actions. Ça a du sens. Ça a du sens parce que tout ce qui est extrait des écosystèmes, c'est toujours ça en moins. Ça a du sens parce que ça nous met en mouvement aussi. Les enfants sont très sensibles, très animés par ces questions de nettoyage, que ça crée des collectifs localement qui ensuite peuvent réfléchir à comment aller plus loin. Donc voilà, je critique pas l'ensemble des opérations de nettoyage, j'alerte juste sur le fait que bon, faut pas se dire je vais sauver le sujet en faisant ça. Maintenant, c'est important quand même de le faire. Donc ça, c'est la première solution qu'on nous vendait à l'époque où je faisais mon enquête, et après on est très vite passé sur le recyclage. Le recyclage, c'est un sujet très compliqué avec les plastiques parce que en fait, ils sont alors dans la définition du recyclage qui voudrait que je prends une bouteille et avec la même bouteille comme le verre, je refais une bouteille, ça n'existe pas avec les plastiques. On a une perte de qualité de la matière, le plastique se dégrade, perd en qualité, qui fait que dans tous les cas, on remet du plastique vierge pour refaire un objet. La bouteille, c'est emblématique parce que c'est le polyéthylène terephthalate, c'est un des plastiques qu'on arrive le mieux à traiter dans nos chaînes de recyclage. Pour autant, c'est extrêmement rare, même en rajoutant du vierge, qu'on refasse une bouteille avec. La plupart du temps, on décycle ou on sous-cycle, downcycling en anglais. Et là, on nous confond en fait, parce que quand on nous dit recyclage, nous, bons citoyens, on va se dire, bon bah voilà,
On est dans une économie circulaire vers laquelle on a intérêt à tendre dans nos sociétés. Mais sauf qu'en fait, non, parce que quand on va faire de la polaire, sachez qu'une polaire, à chaque cycle de machine à laver, perd jusqu'à 700 000 fibres qui va se retrouver dans les eaux usées, qui, quoi qu'en disent les industriels qu'on a pu interroger, ne sont pas contenus dans les stations d'épuration, pas en totalité, qui donc vont ensuite repartir dans les eaux grises, dans les rivières, dans les océans, etc. La contamination par les fibres textiles, elle est majeure et elle est planétaire. C'est souvent eux qu'on retrouve quand les chercheurs cherchent des plastiques et qu'ils en trouvent systématiquement. Donc quand on passe d'une bouteille à une polaire et qu'elle se délite en particules, qui rejoint les écosystèmes, et qu'au final, au bout de X temps, elle, par contre, on ne sait plus la traiter, elle devient quand même un déchet, non géré ou mal géré, est-ce qu'on a vraiment avancé? Et là, je vous parle du meilleur des cas de ce qu'on sait faire. Hein. Ça, c'est ce qu'on sait faire de mieux aujourd'hui. On va faire du tuyau d'arrosage, on va faire un abreuvoir, je ne sais plus comment ça s'appelle, un arrosoir. On va faire des sous-produits. L'arrosoir, vous allez le laisser un peu au soleil dans votre jardin, il va très vite casser. Enfin, je sais pas si vous avez cette expérience-là. Donc voilà. Donc voilà. Ça, c'est l'état des lieux actuel. Soit les plastiques sont difficilement recyclables. On vient d'expliquer pourquoi. Soit ils le seraient techniquement comme le PET, mais on a aussi régulièrement des problèmes de filière. C'est-à-dire qu'il faudrait, vous avez vu le nombre de matières auxquelles on a affaire, c'est-à-dire qu'il faudrait presque pour chaque plastique développer une filière. Et ça, économiquement, c'est pas viable. C'est pas encore possible d'avoir ces filières-là. Soit c'est tout simplement pas possible, parce qu'aujourd'hui, en plus, on fait des copolymères. Moi, je vous expliquais le cas le plus simple de la chaîne de polymères et tout, mais il y a des monomères qui sont mis sur le marché, il y a des copolymères, il y a des multicouches, et nos recycleurs, ils peuvent pas forcément séparer les couches. Au moment où j'enquêtais, le gouvernement français annonçait d'ici 2025, donc demain, on va recycler 100% des plastiques en France. Donc je suis allée voir l'industrie du recyclage en me disant ils vont être contents quoi. Enfin il y a quand même une directive gouvernementale qui est forte. Et ils étaient furex parce qu'ils ont dit mais en fait on va pas pouvoir faire ça, c'est juste pas possible. Alors l'industrie du plastique, enfin l'industrie des recycleurs est en train de développer un autre procédé de recyclage qui s'appelle le recyclage chimique, dont vous entendrez peut-être parler, qui aurait la capacité de revenir au monomère de base sans perte de qualité et qui donc pourrait permettre d'avancer positivement sur cette chaîne d'économie circulaire. Pour l'instant, ce que disent les industriels, c'est qu'on ne sera pas prêt avant 10 à 15 ans, et les ONG alertent déjà sur le fait que c'est un processus polluant en lui-même. Tout à l'heure, il y a eu une question sur l'ensemble de la chaîne de vie. Il faut imaginer que la question du recyclage, elle est importante, et on verra pourquoi après, mais on ne peut pas tout miser là-dessus, puisque tout ce que je viens de vous raconter vous montre que de l'extraction de la matière première à 99% aujourd'hui, c'est du pétrole, mais on va pas aller non plus faire du plastique avec de la biomasse, mettre en concurrence les terres agricoles, les pesticides, le transport à l'autre bout du monde, enfin ça n'aurait aucun sens. Donc c'est presque ce qui est encore de plus facile aujourd'hui, finalement, de faire de plastique à base du pétrole. Donc de l'extraction du pétrole, les procédés de transformation, de fabrication, de voyage, l'émanation de particules pendant l'usage, l'émanation de produits chimiques pendant l'usage, on voit bien qu'en fait la pollution, elle commence bien en amont. Et c'est vraiment tout l'enjeu. Donc penser tout de suite recyclage, c'est prendre le problème à l'envers. Moi, ce que je propose, à la fois à l'échelle nationale, internationale, mais aussi pour nous tous, c'est et les questions que vous posez, c'est que vous l'avez déjà tous déjà intuitivement compris cette chose-là, c'est de procéder en entonnoir. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on sait, on n'a plus aucune raison de faire de cette matière une telle panacée pour nos objets de surconsommation dont on est plus qu'entouré. En fait, on est même noyé aujourd'hui. Tous les goodies, tout le jetable. Aujourd'hui, on ne sait plus faire certaines choses autrement. 9 jouets sur 10 dans le monde sont en plastique aujourd'hui. 6 vêtements sur 10 contiennent du plastique aujourd'hui dans le monde. Elle a massivement intégré tous ces domaines-là. Donc la priorité absolue, ça va être de travailler sur de la réduction drastique, de découpler le plastique de la société de consommation, de surconsommation et du jetable. Mais attention, on parlait de fausses bonnes idées. Si on remplace mécaniquement tous nos plastiques par du papier ou du carton, on voit tout aussi jetable, on va aggraver
d'autres sujets. On n'a pas que le sujet plastique qui nous intéresse et qui nous questionne aujourd'hui. Quid de la déforestation? Si on se met à produire la même quantité, on produit 460 millions de tonnes de plastique par an. Près de la moitié d'entre eux vont à l'emballage et à l'usage unique. Donc déjà, si on s'attaque à ça, on résout la moitié du problème par rapport au monsieur qui me disait tout à l'heure, quid de tous les usages. Donc moi, ma proposition, celle que je fais depuis un certain nombre d'années, depuis mon enquête, c'est fonctionnons en entonnoir. On réduit drastiquement tout ce qui peut l'être en faisant travailler, mais ça, les associations, tout le mouvement zéro déchet est vraiment avancé là-dessus. Tout ce qui est de l'ordre de la réutilisation, du réemploi, de la suppression pure et dure, et d'aller sur des matériaux qui soient à la fois réutilisables et inertes. Parce que là aussi, on commence à nous parler de bouteilles en plastique réutilisables. Là où vous savez, avant, on était élevé en disant « Mais pas ta bouteille au soleil, ça vous parle ça ?» Moi déjà, on me le disait enfant. Et mais pas ta bouteille au soleil, non, mais la réutilise pas comme ça. Ben oui, non, c'est pas fait pour être réutilisé. Donc ça va relarguer. Plus le plastique vieillit, plus il relargue. Donc moi, quand j'entends plastique réutilisable au niveau alimentaire, perso, j'y vais pas. Vous faites ce que vous voulez, moi j'y vais pas. Le réutilisable, c'est l'inox qui est inerte, on le connaît depuis longtemps, c'est le verre. Mais attention, est-ce qu'on va avoir 10 gourdes en inox ? Là aussi, quid de prélèvement des ressources, de la pression sur les écosystèmes, en fait, petit à petit, je suis en train de vous amener, mais vous êtes sûrement déjà convaincus de ça si vous êtes là, c'est que c'est un sujet qui va nous amener à revisiter complètement notre rapport à la matière, notre rapport aux objets, notre rapport à la possession, et à réfléchir comment mettre en commun de manière beaucoup plus intelligente, parce que la ressource devient de plus en plus précieuse, parce que les multipollutions auxquelles on est confronté sont de plus en plus inquiétantes, parce qu'on a un petit sujet changement climatique, on a un petit sujet effondrement de la biodiversité, et que dans tous les cas, on a intérêt à aller vers ça. Donc, entonnoir. Après, une fois qu'on a réduit drastiquement partout où c'est très facile sociétalement de s'en passer, si nos politiques se décidaient à y aller, et que ça repose pas que sur des citoyens qu'on va empresser d'agir, il y a la possibilité ensuite de réfléchir par secteur, par usage et par produit. On ne pourra pas se passer de ça. Quelqu'un a parlé des fils électriques. Bah oui, comment on fait? Le numérique, comment on fait? Alors, il y avait des questions de sobriété. On sait déjà que pour des questions beaucoup plus larges que celles du plastique, on a besoin de réduire drastiquement un certain nombre de choses. Il y a aussi toute l'économie de la fonctionnalité, tout le fait de lutter contre l'obsolescence programmée, que nos objets arrêtent de cesser de marcher au bout de 2 ans. Pour qu'on les remplace, il y a une lutte politique à avoir en fait à ce niveau-là. Et ensuite, il y a des endroits. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a des endroits où, pour l'instant, on ne pourra pas se passer des plastiques. Et là, il y a un enjeu d'innovation et il y a un enjeu de travailler sur la filière dans son ensemble, dont les questions de recyclage, décyclage, sous-cyclage ou quel que soit comment on l'appelle. Mais uniquement là, sauf qu'aujourd'hui, on prend l'entonnoir de l'autre côté et vous savez tous exactement pourquoi. Il s'agit de faire travailler le monde économique qui régit nos vies. Donc, avec les plastiques, juste pour vous faire un petit encart, un petit état des lieux, la plasturgie, c'est la 7e industrie européenne, équivalent en puissance de la pharmaceutique, quasiment équivalent de la chimie. Donc déjà, la plasturgie en soi est un mastodonte. Mais on l'a vu, 99% des plastiques sont fabriqués à base de pétrole et de gaz aujourd'hui. Donc, ça intéresse un petit peu la pétrochimie. Pétrochimie, on a encore affaire à un autre format de mastodonte. Industrie des jouets, on l'a dit, 9 sur 10. Quasiment 100% dépendante des plastiques. Agroalimentaire, 40% de la demande européenne en plastique, c'est l'emballage. Une immense majorité pour de l'agroalimentaire. Totalement dépendante, pieds et mains liés avec la plasturgie. Donc en fait, on a un nombre d'industries en cascade qui vont pas pouvoir s'auto-réguler si à un moment donné, on n'amène pas le sujet de manière forte par nos politiques et notamment dans les instances internationales. Je regarde là parce que je veux... déjà... alors, avant les questions, j'ai envie de vous dire, on parle pas très concret, mais je pense que tous ces éléments vous amèneront automatiquement à trouver très intuitivement là où sont les bonnes idées et les mauvaises idées. Je voudrais revenir un tout petit peu quand même sur la question des bioplastiques, parce que c'est une autre chose qu'on nous vend beaucoup en ce moment. Et les médias sont friands de positifs. À chaque fois qu'on est interviewé, ils nous disent... Bon, plombez pas trop les gens quand même. Dites-nous des choses positives. Donc ils vont nous dire mais regardez, telle start-up, elle a créé tel objet.
Et moi, j'ai envie de leur dire, mais laissez-moi vous expliquer 2-3 trucs. Voilà. Et ben, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on cherche encore, pour surtout ne pas se regarder dans un miroir, ne pas remettre en question nos modes de production et de consommation, nos portefeuilles, notre confort. On va tendance à promouvoir la solution technologique qui va nous sortir de la panade. On va découvrir l'enzyme qui va pouvoir mieux décomposer les plastiques. On va faire du plastique à base d'algues en disant aux gens, bah allez-y, regardez, c'est vert. C'est vert, c'est algues, c'est bio, c'est écolo. Mais non, le plastique à base d'algues, il a tout autant de chimie et il a tout autant de problématiques de biodégradabilité derrière. Sur les recyclages, j'avais pas fini. Il y a eu enfin une étude qui est sortie qui a analysé une bouteille en plastique avec du plastique recyclé. Et ben, elle est beaucoup plus contaminée que nos objets usuels. Parce que, vous imaginez bien, on fragmente du plastique, on le fusionne avec du nouveau et on remet des produits chimiques pour réobtenir nos propriétés. Chimie sur chimie sur chimie, sachant que personne... Moi, j'avais la naïveté de croire qu'il y avait une chaîne et que les gens savaient. On m'a parlé de cycle de vie tout à l'heure. Ils savent que le granulé contient ça, tel produit. Non, en fait, personne ne sait rien. C'est tellement... Le maillage est tellement complexe qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, on va le prendre et on va le refusionner, puis on va remettre de la chimie et puis on va faire une bouteille. On boit dans une bouteille quand même. Et on va vous dire, c'est bon pour la planète. Non, désolé. Ça l'est pas. Et pas pour notre santé non plus. Donc, je pense qu'on va commencer à échanger un peu plus, mais je pense que je vous ai balayé quand même la nature, en fait, des problématiques qui se posent à nous, qui vont vous aider à se dire que, finalement, partout où on peut se passer du plastique, il faut le faire aujourd'hui. Vraiment. Et aussi, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu facile. En ce moment, il y a une espèce de pression qui est mise sur le citoyen en disant, mais en fait, ça c'est un élément de langage des lobbies, les gens, ils sont sales. Les gens, ils jettent leurs trucs n'importe où. Et c'est ça la source de nos problèmes. Oui, les déchets sauvages sont un vrai problème. Oui, on a un vrai problème, un vrai sujet d'amélioration de la gestion de nos déchets, notamment dans certains pays du monde où nous avons exporté nos produits et matières pour nos propres profits, sachant pertinemment qu'ils étaient en incapacité de gérer la filière de déchets. Et ensuite, on va dire, non, mais regardez, en fait, nous, ça va, en Europe, c'est l'Asie, les crados. Donc, ça aussi, je vous invite à pas tomber dans ces pièges qui vont nous pointer du doigt les uns les autres. On est dans un maillage complexe dont on a tous une part de responsabilité. Mais j'espère au moins vous avoir expliqué qu'on n'a pas un sujet que déchets. On a un sujet déchets, mais pas que. On a un sujet émanation de particules, chimie. On a un sujet santé. On a un sujet pollution. On a un sujet en lien avec le changement climatique. Ça fait déjà 20 ans que les pétroliers comme Total ont réorienté petit à petit leur chaîne de production parce qu'ils ont bien compris que le thermique, la voiture thermique, ça allait toucher sa fin. Et où est-ce qu'ils veulent passer le pétrole, à votre avis ? Dans le plastique. Donc, il est annoncé que la production mondiale va tripler d'ici 2060, et c'est la trajectoire qu'on est en train de prendre, malgré ce que tout ce qu'on essaie de faire passer dans les médias, etc. La pollution va tripler également, et les stratégies et les réorientations de chaînes de production vers les plastiques sont d'ores et déjà à l'œuvre. Donc il y a un sujet citoyen parce qu'on a tous la possibilité de prendre en main ce sujet dans nos maisons, puisqu'on l'a dit, l'usage unique, l'emballage, le suremballage, c'est le premier nœud, c'est le premier palier de notre problème. Et là-dessus, et vous verrez tout à l'heure avec l'association locale ce qu'elle a à vous proposer, on peut tous agir. Mais moi, j'ai envie qu'on perde jamais de vue quand même que c'est un sujet qui est éminemment politique et qui a besoin aussi que nous nous engagions collectivement dans déjà nos vigilances par rapport à ce qu'on va nous raconter en disant non, toi tu vas pas me la faire et je vais pas adopter tous ces nouveaux produits parce que soi-disant c'est vert, bio, écolo, on va lui mettre la bonne couleur sur l'étiquette et ça va aller. Donc voilà, moi c'est un petit peu ça que j'avais envie de partager avec vous. Après, si vous avez des questions, solutions très concrètes, je sais que j'aborde peu, mais l'assaut est là. Et puis ensuite il y a beaucoup de documentation pour réduire sa consommation, pour réduire sa question de plastique. J'entends beaucoup moins ce discours systémique qui présente vraiment la nature du problème, et c'est pour ça que je parle de tout ça en priorité. Est-ce que c'est l'heure de passer je suis à l'heure ? Ok, presque. Ah, il est midi. Ok. On va passer un petit temps d'échange et puis vous pourrez aussi encore échanger avec Nelly
à la table de presse tout à l'heure. Et puis, voilà, si Zéro Déchet, vous voulez intervenir. Alors déjà, merci d'être venu à ce salon Tattoo Juste aujourd'hui. Nous, on va revenir un petit peu au niveau local parce que là, du coup, on a parlé beaucoup du plastique en lui-même, du matériau plastique, et c'est important en fait de cerner aussi les solutions au niveau local. Donc moi, je me présente, je m'appelle Alexia, je m'occupe essentiellement de la communication de l'association Zéro Déchet Saint-Étienne, et donc je suis accompagnée de Clément aujourd'hui. L'association Zéro Déchet Saint-Étienne, c'est une association citoyenne donc de loi 1901 qui a pour objectif de sensibiliser le public à la production des déchets. C'est un grand réseau national en fait, donc on est affilié au réseau national Zero Waste France qui existe depuis 1997 et qui s'est développé notamment grâce aux ouvrages de Bea Johnson et ainsi que la famille Presque Zéro Déchet qui sont des ouvrages très intéressants que je vous encourage à lire si vous voulez vous emparer en fait de la thématique du zéro déchet. Donc très concrètement, de quoi on parle quand on commence à un petit peu cerner le sujet. Au niveau des actions nationales, on retrouve essentiellement la consigne, l'exemple de la consigne pour le réemploi. La consigne, pourquoi c'est un bon exemple d'action concrète. C'est par exemple, ça permet d'économiser jusqu'à 75% des énergies par rapport au recyclage. Donc ça, c'est une source Zero Waste France. Et en fait, donc nous, par rapport à l'association, on participe au salon depuis 2017. C'est moi-même en fait comme ça que j'ai connu l'association et en fait ça m'a vraiment permis d'aller plus loin dans le zéro déchet parce qu'au début on se sent un petit peu seul en fait dans le zéro déchet, on sait pas par quoi commencer et ça peut être en fait une grande montagne à gravir et nous notre objectif aussi avec Clément ça va être de vous peut-être vous aiguiller un petit peu et d'aller plus loin sur cette thématique-là. Donc notre devise principale, c'est effectivement le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Nos missions principales vont être de mobiliser et d'outiller les acteurs de terrain, faire bouger les lignes politiques, d'informer, alerter et sensibiliser au niveau local et à Saint-Étienne. Donc nous à Saint-Étienne, on a une dizaine de membres actifs, une vingtaine d'événements par an à peu près, tout type de public ciblé, donc les enfants, les consommateurs, les étudiants, les élus, les salariés d'entreprise, les commerçants. Chacun peut agir à son échelle. Bien sûr, on peut avoir l'impression parfois que l'action individuelle ne sert à rien, que de toute manière, c'est tellement un sujet vaste et de grosse envergure qu'on va jamais en sortir. Mais en fait, il y a des solutions. Et mon collègue va vous parler un petit peu plus précisément des actions que l'on peut faire au niveau local. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Du coup, précisément, ce qu'on fait en termes d'action, ça peut se ranger dans plusieurs catégories en fait. Il faut savoir que le réseau Zero Waste France, ça fait plusieurs années maintenant qu'il a un axe très fort sur la lutte contre la fast fashion, contre l'industrie du textile. Du coup, on fait plusieurs actions sur Saint-Étienne, certaines plus fréquentes que d'autres, mais ça nous arrive de faire des vide dressing, d'organiser ça en ville. Là, dernièrement, on a changé d'idée. On est parti sur un troc de vêtements. Donc voilà, le but c'est de proposer des solutions concrètes pour éviter d'acheter tout le temps, de proposer des échanges, du réemploi. On fait beaucoup de partenaires avec d'autres associations locales aussi pour réparer des vêtements, pour faire du réemploi de textiles. Donc ça c'est la partie plus liée au réseau national. Ensuite, on fait aussi beaucoup d'interventions et beaucoup d'ateliers. Donc ça va dépendre des sollicitations qu'on va avoir. On intervient beaucoup avec le Crous, on intervient auprès d'écoles, on intervient auprès d'agglomérations qui nous demandent de faire quelques ateliers. Donc on fait beaucoup d'ateliers de DIY, création de produits cosmétiques, création de produits ménagers. Donc ça on a plein de petites astuces pour pouvoir remplacer au quotidien des produits jetables en produits réutilisables. On fait aussi parfois des ciné-débats en fonction des actualités. Voilà, donc on a plein de petits ateliers de rendez-vous
ponctuelles comme ça. On fait aussi beaucoup de démarchage auprès des commerces, voilà, parce qu'il y a un réseau du commerce zéro déchet qui existe, pour tout ce qui est aussi stop pub. Là, heureusement, les lois sont en train d'avancer en notre faveur, donc du coup, on n'aura plus trop besoin de le faire normalement. Mais voilà, pour tout ce qui est des commerces, on va rencontrer les commerces de Saint-Étienne pour faire en sorte qu'ils puissent passer à la consigne ou leur rappeler, voilà, que la loi AGEC aujourd'hui demande de diminuer tout un tas de plastique jetable pour tout ce qui est à emporter. Ensuite, ça c'est pour toutes les petites actions qu'on peut avoir individuellement, mais on essaie aussi d'avoir des actions collectives. Donc en fonction des actualités aussi, on essaie de rencontrer les élus locaux. Là en ce moment, il y a une question sur le biodéchet qui est assez importante. Je ne sais pas si vous avez vu en ville, on a maintenant tous ces petits bacs pour déchets alimentaires qui apparaissent. Donc voilà, on est en train de discuter des solutions, de comment ça va se passer ensuite, et voilà, essayer d'amener ce problème-là et cette discussion plus loin en rencontrant des élus et essayer d'avancer avec les politiques qui veulent bien travailler avec nous. Et enfin, en dernière action qu'on a, et pour moi c'est la plus importante, c'est les rencontres entre adhérents. Voilà, donc on essaie de se rencontrer au moins une fois par mois pour échanger entre nous, tout simplement, de nos actions qu'on fait au quotidien, parce que voilà, comme Alexia vous l'a présenté, c'est le cas pour moi aussi. J'ai commencé parce que j'ai commencé à faire de l'achat en vrac, et ensuite je me suis intéressé à d'autres choses, et ainsi de suite, ça a fait son chemin dans ma tête. Et à un moment donné, je me suis dit, tout seul, j'y arrive pas, ou je m'épuise, et c'est pour ça que donc j'ai décidé de rejoindre l'association il y a maintenant 2 ans et demi. Et donc du coup, c'est ce qui m'a vraiment aidé après avoir rejoint l'association de pouvoir échanger tout simplement. Donc ça a l'air d'être une toute petite action, mais pour moi voilà, c'est la plus importante aujourd'hui, qu'on puisse se rencontrer juste entre nous, discuter de nos pratiques et moins se sentir seul dans ce combat. Voilà. Merci pour votre intervention. On va peut-être passer aux questions. On a un quart d'heure, 20 minutes devant nous pour ça. Le temps que vous prépariez vos questions, je voudrais vraiment rendre hommage à Zero Waste qui, au niveau national, est très présent, notamment dans les réunions, la lutte contre les lobbies, le plaidoyer dans les instances européennes. Avec Surfrider Foundation, ils sont vraiment les 2 associations qui sont le plus en train d'aller au front sur tout ce que je viens de vous raconter. On parle beaucoup de Greenpeace, WF, mais voilà, je voudrais vraiment leur rendre hommage. En termes d'associations aussi, à laquelle vous pouvez vous relier, il y a No Plastic in My Sea, sur ce sujet-là en particulier, qui notamment propose un challenge une fois par an. Du coup, encore une fois, ça permet de se relier. Je suis vraiment d'accord avec ce qui vient d'être dit. Se relier, c'est vraiment important pour plein de raisons. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre les questions, mais je voulais rendre hommage à toutes ces associations. Il y a la jeune fille ici qui en a une. Je crois qu'il y avait le monsieur. Du coup, je suis particulier. Ce qui m'anime, c'est de penser au futur de ce qu'on va laisser derrière nous. Hein. Comme idée, j'avais... donc pourquoi je dis que je suis particulier? Parce que je fais plein d'essais chez moi. Par exemple, le chanvre. Je me suis aperçu que cette année, malgré le sec, j'avais des plants de chanvre qui sont allés à 3 mètres, alors que 0 arrosage et tout ça, alors que mon maïs, il n'a pas atteint les 50 cm. Donc il y a plein de solutions quand même, il faut chercher, il faut regarder un peu la nature, pourquoi je pensais parler du chanvre, parce que genre polystyrène, ça ne devrait plus exister dans l'isolation. D'autant que le styrène est connu pour être cancérogène. Voilà, et puis que ça se... Enfin bref, je veux pas trop... Qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, prendre le problème du début, c'est-à-dire quand on fabrique quelque chose, c'est déjà à la fabrication penser, du coup, qu'est-ce que ça va devenir quand on va recycler? Est-ce qu'on va arriver à tout recycler, chaque partie de ce qu'on a construit? Voilà. Et puis aussi par rapport aux... c'était par rapport... Ça rejoignait le 0 déchet, mais pas rester qu'au moment de la poubelle, c'est en amont. Et puis une autre chose qui est pas tout à fait dans le sujet, mais qui le rejoint quand même, puisque je pensais médicaments, moi quand j'en donne une pharmacie, ça me rend mal tous ces produits chimiques. Jusqu'à présent, je suis arrivé à me soigner qu'avec des plantes.
Ça veut dire que c'est faisable. Je dis pas que c'est faisable à 100%, mais c'est faisable. Par contre, il y aura peut-être aussi un petit truc qu'il faut arriver à mettre dans la tête des gens, c'est aussi, il y a un moment où il faut payer peut-être un peu plus cher, quoi. Je veux dire, quand on fait du bio, c'est pas le même travail que quand on fait de l'industriel. Voilà. Merci. Je dis à peu près l'essentiel. Du coup, ça m'inspire plusieurs choses. Effectivement, plein de solutions existent. Dans ce qu'a dit le monsieur, de manière globale, il y a 2 grands courants que vous pouvez aller visiter. C'est celui de l'économie circulaire, dont les principes de base sont extrêmement pertinents pour réfléchir globalement à notre empreinte. Malheureusement, il a été quand même déjà beaucoup récupéré, beaucoup dévoyé quand je suis allée sur un gros salon d'industriel pour mon enquête en 2019. Absolument toutes les banderoles jusqu'à Suez, Veolia avaient affiché économie circulaire. Donc on sait que déjà là, la bataille, elle est déjà, il va falloir changer de sémantique. Mais toujours est-il que les principes qui sous-tendent l'économie circulaire sont vraiment très intéressants. Et le biomimétisme aussi, toutes les solutions inspirées de la nature. Moi, je suis très animée par la permaculture. Par ailleurs, je travaille aussi sur ce sujet. Et donc, tout ce qui, en fait, toutes ces questions nous amènent à revisiter, comme vous dites, c'est dès le départ. On réfléchit tout de suite à l'ensemble du cycle de vie, à l'empreinte, à la manière dont on peut se relier, dont on peut y répondre parfois collectivement. Et ça, c'est un changement de société, parce que notre société nous pousse à l'individualisation, à la propriété privée, à chacun son objet, sa voiture, son téléphone, etc. Ça nous paraît être normal parce qu'on a grandi dans ce monde-là. Mais en vrai, c'est juste un paradigme. C'est quelque chose que nous avons construit collectivement parce qu'à un moment donné, on a décidé que ça répondait à la manière dont on avait envie de vivre. On peut totalement décider de vivre autrement, de se réorganiser autrement pour un certain nombre de sujets et de choses. Et ça, moi, c'est la partie vraiment enthousiasmante de tout ça, c'est que oui, c'est possible. Moi, j'en suis convaincue. Sinon, je ne serais pas en train de tout le temps aller rencontrer des gens et discuter de ces sujets-là. Mais ça nous demande effectivement un renversement de pensée. À une époque, on ne gâchait pas. On a tous connu ces grands-parents qui nous disaient on ne gâchait pas, on jetait pas. Mais pas parce qu'ils étaient écolos avant l'heure. Ne serait-ce que la matière elle-même était précieuse. Elle avait une valeur. Elle avait une valeur, elle avait celle de la ressource, elle avait celle de l'énergie pour la produire, elle avait celle de l'eau utilisée et elle avait celle du travail. J'ai toujours pas été voir combien de gens travaillent dans l'emballage et le jetable, combien de dizaines de milliers de gens se lèvent le matin pour produire des choses qu'on va jeter dans la minute qui suit. Dans une société où de nombreux jeunes, ils sont à côté d'ailleurs dans un salon de jeunes là, qui se questionnent sur le sens, et ça rejoint les questions de sobriété. La question du sens, elle est fondamentale. Donc voilà, tout ce que vous avez dit me faisait penser à ça. Mais je suis bavarde, alors je m'arrête. Quelqu'un là pardon. Moi, je reprends un peu comme tu avais dit, quand il faut arrêter, parce que si on n'arrête pas, déjà, c'est pour les animaux aussi, parce que si pour les déchets, ils vont tout le temps, ils vont manger, à la fin, il y aura plus d'animaux. Et c'est l'homme qui a créé, et l'homme a créé que le plastique. Et le plastique, ça me fait mal au corps pour les animaux. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que le plastique, il est beaucoup plus compréhensible et intuitif que de comprendre les phénomènes d'effondrement de biodiversité ou de changement climatique, parce qu'avec le plastique, c'est là, il est autour de nous, il nous raconte qui on est. Quand on regarde l'histoire du plastique, on se rend compte que finalement, c'est l'histoire du monde qu'on a créé. Et aujourd'hui, c'est comme si on avait été très, 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 très gourmand, et on se rend compte que d'être très gourmand, ça pose un certain nombre de problèmes, et qu'il faut partager. Il faut partager notre maison avec les autres animaux. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, merci. Bonjour. Donc, je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure de le fait, la définition de recyclable, c'est on prend un produit, on le fait fondre, on revient au produit d'origine. Donc le plastique, les plastiques ne sont donc pas recyclables. À l'heure d'aujourd'hui, on ne fait ça avec aucun de nos produits. Il y a, je crois pas très loin d'ici, Carbios, qui travaille sur une recyclabilité de la bouteille 100%. Sans apport de nouvelles matières vierges, mais sur l'échelle industrielle, on est encore très très loin. Donc si c'est ça votre question, oui. Non, enfin c'était surtout pour à partir du moment où on laisse les lobbies industriels nous faire croire
que c'est recyclable et que si on trie, parce que maintenant tous les emballages vont au tri, donc on se dit si c'est trié, c'est recyclé, donc c'est pas grave. Donc on va continuer à produire et à produire des déchets, alors que non, les plastiques ne sont pas recyclables. C'est important, je pense, que ça rentre dans la tête des gens. Tout à fait. En l'état actuel des choses, ils ne sont pas recyclables dans une vraie définition du recyclage, et leur recyclage pose des questions de toxicité aussi. Ça, on l'entend jamais, mais attention, c'est très important. Donc oui, ça, faut que ça rentre, parce que c'est pas la solution. C'est pas la solution. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de mettre nos déchets dans le bon bac. Hein. Attention, parce que le problème, il est à double tranchant quand on voyage avec un discours qui dit attention, alerte recyclage, on nous raconte un peu tout et n'importe quoi. C'est que ça décourage les gens de jouer ce jeu du tri. Il est important. Pour plein de raisons, parce que on a besoin d'avancer aussi sur notre propre éducation, dans notre propre rapport à la matière, de dire que l'acte de jeter comme ça, de s'en foutre, c'est dans le monde qu'on doit construire, c'est quelque chose qui ne doit plus exister. Ensuite, pour que les filières se développent et existent hors plastique, pour plein de raisons qu'on a évoquées longuement, il faut que nous, on joue le jeu d'alimenter ces filières-là. Donc voilà, moi, je voudrais surtout pas qu'on décourage. Et puis parce que, de toute façon, le bac jaune, souvent part en CSR aujourd'hui, son combustible solide de récupération. Bon, entre la peste et le choléra, c'est toujours difficile de choisir. Mais ceux qui ne sont pas incinérés dans les fours des cimenteries, chez moi, c'est une cimenterie, Lafarge en Vallée du Rhône, vous, c'est peut-être pareil, je sais pas, part en déchetterie. Donc... sachant tout ce qu'on sait sur l'émanation de particules, la fragmentation, bon, voilà, je n'oserais pas dire si je préfère la peste ou le choléra de la déchetterie, mais c'est pas souhaitable parce que ça crée des problèmes de pollution atmosphérique notamment. Mais en tout cas, voilà, je veux juste qu'on se décourage pas sur le fait que nous, on prenne l'habitude de dire la matière, elle est précieuse, ce qui sort de nos maisons peut être une ressource pour autre chose, et donc voilà, je me permets ce petit aparté qui me semble important, parce que le problème, c'est qu'après, beaucoup de gens vont se dire, bon, bah, de toute façon, que je le jette là, ou dans la forêt, ça va être pareil, quoi. Voilà. Mais par contre, au niveau lobby, je suis d'accord avec vous. Traité mondial sur la pollution plastique, il vient de se terminer cette semaine, la 3e session des négociations. De par un des représentants de la fondation Tara Océan que je connais, qui était là-bas, il y avait beaucoup plus de représentants des lobbies que les 70 pays les plus petits qui étaient représentés, et que toutes les ONG et les scientifiques réunis. C'est un vrai sujet. Et c'est pas que sur les plastiques. Hein. On a aujourd'hui un vrai problème de surpoids, en fait, de l'intérêt privé dans nos instances décisionnaires. Donc un problème démocratique. Est-ce que pour tout ce qui est shampoing, savon, est-ce qu'il y a du plastique dedans ? Du coup, parce que c'est dans des emballages en plastique. Très bonne question. Quand on pense shampoing, douche, on pense à la bouteille. Mais en fait, il y a du plastique dedans, sous forme liquide. Et je vous invite à lire les étiquettes, enfin ceux qui ont le courage de lire les étiquettes. Mais lisez les étiquettes, c'est étonnant. Dès que tu vas voir poly, acry, tu sais que tu as des gammes de plastique. Donc regarde ton shampoing, dans l'immense majorité des shampoings, il y a du plastique sous forme liquide. Et d'ailleurs, les contaminations qu'on a, nous, sur les études de santé humaine, elles viennent à la fois de l'alimentation, de l'eau, mais aussi des cosmétiques, parce qu'on se tartine en permanence du plastique aussi. Les crèmes, les écrans, comment ça s'appelle là ? Les trucs qu'on met pour le soleil là, c'est du plastique aussi. Dans l'immense majorité. Donc oui, plastique dans la bouteille, plastique dans le shampoing. Ah oui, et par rapport à cette idée de désenfumage, par exemple, bisphénol A. Vous avez tous entendu parler de ce perturbateur endocrinien emblématique. 2010, il est interdit dans les biberons à destination des enfants. Il est remplacé par le bisphénol S ou F. Donc, tous les produits sans bisphénol A, ça veut dire j'ai besoin de bisphénol pour ma fabrication, ça veut dire pas y aller. Voilà. Donc il a fallu 10 ans de lutte des ONG pour faire reconnaître le bisphénol A, une substance sur 12 001, comme un perturbateur endocrinien officiel. Le lobby, principal lobby européen de la plasturgie, a attaqué la décision en cour de justice européenne en 2010, 2019. Ils ont perdu. Mais en attendant, depuis, on consomme du bisphénol S ou F. Voilà.
et il est potentiellement plus toxique, d'après les dernières études scientifiques. Donc moi, en gros, je suis en train de vous dire que, va falloir se dire que on va arrêter d'y aller là. Après, il y a plein de façons de s'organiser individuellement et collectivement. Moi, je vous invite aussi à aller en fonction de vos centres d'intérêt. Aujourd'hui, on est quand même face à un certain nombre de sujets. Donc, on ne peut pas tout embrasser. On ne peut pas tout faire tout seul. Donc, c'est difficile, des fois, sachant tout ce qu'on sait, de continuer à savoir, voilà, quel angle, quelle stratégie, quelle action prioritaire. Moi, j'ai envie de dire, l'action prioritaire, c'est celle que vous avez envie de faire. C'est celle qui a du sens pour vous. C'est celle qui vous parle le plus. Personne n'est exemplaire. Moi, je le suis pas du tout. Là, j'ai un jean stretch, je crois. Qui dit stretch? Voilà. Donc, à un moment donné, moi, j'ai lâché un peu prise là-dessus. Parce que on devient un peu dingo, et mon compagnon il m'a dit bon t'es sympa mais on va peut-être pas vivre avec cette anxiété permanente, on va vivre puis bon on va se dire ok j'ai pas de plastique dans mon vêtement mais derrière on va avoir du glyphosate et compagnie. Donc voilà, moi je pense que l'idée de la mise en mouvement de soi, l'idée de l'action, c'est l'idée de retrouver du lien, c'est l'idée de retrouver du plaisir, c'est l'idée de s'alléger quand on a moins d'objets, moins d'étiquettes à la maison, moins d'emballage. Et ben finalement notre maison, moi je l'ai vu avec les bocaux, alors c'était bien avant mon enquête, on était déjà passé au vrac dès qu'on pouvait. Petit retour en arrière ces derniers temps, je vous le confesse, c'est devenu très cher depuis le Covid. Donc on réajuste en permanence le curseur économie, écologie, engagement, d'où le collectif. C'est-à-dire on peut pas faire reposer que sur nous ces choix-là, même si, comme dit monsieur, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire et qui sont pas toujours synonymes de plus cher. Parfois c'est moins cher vraiment. Justement, Montbrison, vous en parlez tout à l'heure, il y avait des familles qui s'étaient mises dans une dynamique zéro déchet qui témoignaient que leur budget avait diminué. Parce que ça nous invite à une consommation plus locale aussi. Quand on veut plus d'emballage, on va moins au supermarché, on va plus sur le marché, on renoue parfois avec des producteurs et finalement on retrouve du sens globalement. On va sur des produits où finalement souvent ils vont avoir aussi la vertu d'être moins traités, voire carrément bio. Et du coup, on va travailler sur plein de sujets. C'est systémique, en fait. Tout ça, c'est très systémique. Donc, loin de moi l'envie de vous plomber en samedi matin. Oui, on a de multiples problèmes. Comme dit la jeune fille, il est largement temps de se dire qu'on n'est pas tout seul et qu'il va falloir partager les ressources, le bien commun avec l'ensemble des peuples de la planète qu'on n'arrête pas de stigmatiser, mais c'est quand même un peu chez nous qu'on a commencé à créer des problèmes en pillant les ressources du reste de la planète. Donc c'est très malvenu aujourd'hui d'aller stigmatiser, je trouve, des populations à l'autre bout du monde. Donc c'est comment est-ce qu'on se réinvente? Et se réinventer, ça a quelque chose d'extrêmement difficile. C'est que c'est systémique, ça nous paraît impossible. Parce qu'on ne sait pas comment on fait société, on ne sait pas comment on fait changer une société. Mais les sociétés ont changé depuis la nuit des temps. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on prend part à l'histoire aujourd'hui. Et moi, je crois qu'on y prend part de la meilleure manière possible quand on y prend part dans ce qui a du sens pour nous, dans là où on a du talent, dans là où ça nous met en joie, dans là où ça nous relie avec les autres. Même si on sait très bien que c'est pas parce que je vais faire ça que je vais résoudre le problème mondial. Mais il n'y a personne qui va résoudre le problème mondial à lui tout seul. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres... Oui, encore jeune fille. Il faut arrêter parce que un jour, quand je pense dans très longtemps, la planète va se détruire et va recommencer. Et ça va rester pareil pour toujours. Alors du coup, il faut vraiment arrêter. Il faut toute la planète comprendre et il faut aussi qu'ils participent tous avec l'argent et tout pour réussir à arrêter ces déchets. Et voilà. On est bien d'accord. La relève est assurée, c'est bien. Bon, oui. Si vous voulez, on peut discuter de manière plus informelle. Je crois que la libraire est venue avec les livres. Ça peut être au stand en bas aussi. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près un bon tour d'horizon. J'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions, interrogations et que je vous ai amené des éléments de réflexion qui vont continuer à faire leur chemin par la suite. Merci de vous être déplacés. Merci à vous.